Voici la pyramide des âges de l'an 2000. Ces grandes oreilles, eh bien, ce sont les personnes qui, en l'an 2000, avaient entre 30 et 55 ans. Autrement dit, les effectifs du baby-boom. Aujourd'hui, la pyramide des âges, elle ressemble plus trop à une pyramide, elle ressemble plutôt à ça. Vous avez une base qui est en train de maigrir, de rétrécir, la dénatalité. Ça fait 15 ans que les naissances baissent en France. Et elle est en train de gonfler par le haut, puisque vous avez toute la génération des baby-boomers qui, en fait, se retrouvent aujourd'hui à la retraite. Et le problème qu'on a, c'est qu'en fait, cette pyramide qui n'est plus pyramidale, elle est en train de s'inverser tellement que quand on fait les projections démographiques, on s'aperçoit qu'elle ressemblera plutôt à ça. Donc vous voyez, énormément de retraités, avec de moins en moins d'actifs. C'est bêtement arithmétique, on a un grave problème. On peut être étonné qu'une chose aussi certaine que cela, parce que c'est une arithmétique pure, parce qu'il n'y a plus de jeunes, ce sont les vieux qui restent, ne frappe pas plus de monde. C'est à partir, comme vous dites, dans 50 ans, dans 40 ans, que le poids de la vieillesse, et puis à ce moment-là, il ne sera plus possible de remonter. Parce que le poids de la vieillesse sera tellement lourd qu'on ne pourra plus penser à quoi que ce soit d'autre que ça. En France, les conséquences de la dénatalité et du vieillissement de la population sont majeures et pas seulement pour notre système de retraite. 60% du patrimoine serait détenu par les plus de 60 ans. À ces chiffres s'en ajoutent d'autres sur le niveau de vie, l'héritage, le taux de pauvreté, l'accès à l'emploi ou le poids de la participation électorale. Autant d'indicateurs qui pourraient laisser penser que les plus âgés d'entre nous seraient aussi les plus privilégiés. D'autant qu'à l'inverse, à l'autre bout de la pyramide des âges, les plus jeunes semblent faire face à toutes les difficultés. La France figure sur 2 podiums de l'OCDE, celui des pays où le niveau de vie des retraités est le plus élevé par rapport à l'ensemble de la population et celui où le temps passé à la retraite est le plus long. Il y a aussi des chiffres récents. Pour la première fois en France, le niveau de vie moyen des retraités est égal ou supérieur au niveau de vie moyen des actifs, des personnes ayant un travail en France qui ne sont pas à la retraite. Des personnes plus âgées qui en plus ont souvent beaucoup d'épargne, un patrimoine beaucoup plus élevé que les plus jeunes. Le problème, c'est qu'en fait, on a cette parenthèse enchantée qui a été les baby-boomers, qui auront eu une parenthèse enchantée tout au long de leur vie, c'est-à-dire qu'ils n'ont connu ni la guerre, ils ont connu l'hyperinflation qui leur a permis de devenir propriétaires en remboursant leur logement en l'espace de quelques années grâce à la monnaie de singe, ils ont eu de la croissance, pas des fois à 2 chiffres, ils ont eu un taux d'emploi qui était extrêmement important, un taux de chômage très faible, et en plus de ça, ils ont connu les progrès de la médecine qui fait qu'ils vivaient quasiment 25 ans plus que leurs parents. Et ils se retrouvent aujourd'hui à la retraite avec effectivement un pouvoir d'achat tel qu'ils ne l'ont jamais espéré, en plus en partant très tôt grâce aux décisions de M. Mitterrand, donc ils sont partis à 60 ans, voire 55 ans dans certains cas de pré-retraite. Et quelque part, ils se retrouvent en plus à hériter de manière assez tardive. Donc quand ils ont eu cette manne-là, ils sont arrivés à la retraite, ils ont hérité de leurs parents. Donc ils se retrouvaient extrêmement riches, en bonne santé, avec une profusion de loisirs, etc. On a un double mouvement depuis 2-3 décennies. C'est un mouvement à la fois d'accroissement des inégalités intergénérationnelles, donc entre générations. Donc le fait générationnel existe, puisque justement, il y a quand même au niveau des catégories d'âge, des clivages qui sont de plus en plus structurants pour comprendre notre société. Donc on ne peut pas nier la question générationnelle, mais je suis complètement d'accord avec vous qu'elle va de pair avec la question sociale. Je l'ai loupé. Alors, je suis complètement d'accord que ça ne fonctionne plus, notamment en termes d'affect, en termes de ressenti. Il y a un sentiment d'injustice qui est en train de monter, d'injustice entre générations. On remarque effectivement, on a des salaires aujourd'hui qui sont extrêmement faibles par rapport justement à ce qu'ils auraient pu y être il y a 40 ans. Dans les années 70, vous doubliez votre salaire d'à peu près tous les 10 ans. Aujourd'hui, il faut 80 ans pour doubler votre salaire. Quand vous entrez sur le marché du travail au SMIC, malheureusement, vous en sortez à 1600, 1700 euros. Donc vous passez votre vie en fait, vous êtes cloisonné quelque part dans la même catégorie socio-professionnelle. En découle énormément de choses qui sont le manque d'accès à la propriété, ou encore même à la location. Donc derrière, vous avez des difficultés à créer des familles, vous avez des difficultés aussi à accéder aux loisirs, alors que quand vous regardez le mode de vie qu'avaient vos grands-parents, ils accédaient à la propriété en moyenne à 26 ans, achat d'une maison secondaire à 32 ans. Ce sentiment-là, c'est celui qui anime de plus en plus d'actifs, qui voit bien que malgré le fait de faire des études aujourd'hui, et c'est en ça que la promesse républicaine est rompue par rapport aux années 70-80, ça ne suffit pas aujourd'hui à accéder à ce qui faisait quelque part le sel de la vie de tous les jours avant, c'est-à-dire pouvoir jouir de son propre travail, se loger et fonder une famille sereinement.
devient costaud, hein. L'insertion professionnelle est en fait plus difficile pour ceux qui ont des diplômes. C'est-à-dire qu'avant, quand on avait un diplôme supérieur, on trouvait très facilement un travail. C'est plus le cas maintenant. Le diplôme s'érode. Et surtout sur le logement, l'accession à la propriété est devenue beaucoup plus difficile qu'au milieu des années 70. Si on prend le même taux d'effort initial et le même apport initial, en 1975, on remboursait en une dizaine d'années son logement. Donc c'est tout à fait acceptable. Maintenant, il faut 23 années de remboursement pour, en gros, le même logement, le même apport. Donc oui, la vie des trentenaires est plus difficile quand ceux qui sont peut-être plus âgés, la génération baby-boom, elle est souvent propriétaire de son logement en fait. Il y a un mot qui circule, c'est celui de gérontocratie. Alors je vous le mets là au milieu de la table. Est-ce que vous pensez que lorsque vous dites, pour moi, la question générationnelle est en train de remplacer la question sociale, est-ce que pour vous, il s'agit d'une gérontocratie en cours? Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout est fait, justement, les décisions publiques, les décisions politiques sont faites en direction des seniors. C'est absolument aucun jugement de valeur, c'est un constat. Je vous prends un exemple très criant. Peut-être aussi un fait électoral. Justement, c'est ça le problème. Aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez la majorité du corps électoral qui a plus de 55 ans. Et ça, c'est un fait inédit dans l'histoire. Depuis janvier 2025. Depuis janvier 2025, la majorité des électeurs sont des seniors, donc, et en plus des retraités. Donc mécaniquement, vous avez de la part du politique qui n'est pas fou, qui veut se faire élire, une appétence à aller là-dessus. Le ratio de nos dépenses a clairement balancé ces dernières années du côté des générations aînées. C'est pas le cas dans toutes les sociétés. Est-ce qu'on peut se réjouir de se dire que dans une période budgétaire contrainte où on est obligé de sabrer dans le budget de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de développement durable, de l'écologie, quand on voit qu'on est en train de saper sur des dépenses d'avenir parce que justement on est obligé de financer des retraites qui en plus la plupart du temps mobilisent aussi une partie de notre endettement. Aujourd'hui en France on s'endette publiquement pour financer nos retraites. La question justement c'est de se dire est-ce qu'on est dans une gérontocratie? Pour moi ça suffit à dire que oui, parce que les dépenses publiques aujourd'hui sont massivement ventilées vers les seniors et non plus vers les jeunes. On a hiérarchisé fortement les âges en France et la jeunesse, plus qu'ailleurs, est perçue comme un investissement. Mais les perspectives sont effectivement très lourdes, vues comme extrêmement difficiles. Et dans cette tension, il y a une crise de sens. Il y a une difficulté à la fois à trouver sa place et à gagner sa vie. Et donc, c'est vrai que ça alimente une conscience de génération. Moi, j'entends un nous générationnel qui émerge. Il est rarement accusateur des générations aînées. Il ne se traduit pas en conflit. Il se traduit davantage en colère contre le système. Colère très silencieuse, parfois larvée, c'est-à-dire le sentiment parfois d'être abandonné, de ne pas avoir son mot à dire ou de ne pas avoir suffisamment de place. Et je crois que la question politique est centrale. On parlait de gérontocratie, d'autres sociétés vont parler de pouvoir gris, mais il y a un déséquilibre dans le poids politique. Et je crois que la question de remettre la voix des jeunes au centre des politiques, au-delà des grands discours préélectoraux, des vrais actes forts qui disent oui, vous pouvez être un moment dans ces décennies-là, la priorité. On pourrait parler aussi de l'impact du Covid. Devenir adulte en France pendant la crise sanitaire, c'est en fait avoir non seulement perdu une forme de présent, mais aussi devoir reconstruire son avenir. L'épreuve a été extrêmement marquée. Alors, moment de sacrifice, mais aussi moment de solidarité. Oui, effectivement, a posteriori, on se dit qu'effectivement, ça a été un mouvement de solidarité des jeunes, en tout cas des bien portants, face aux personnes qui étaient un peu plus fragiles et qui pourraient du coup appeler un retour d'ascenseur budgétaire en se disant effectivement qu'il faudrait peut-être accepter de réorienter un petit peu, rééquilibrer en tout cas l'équilibre générationnel en dépensant un peu moins pour nos pensions de retraite et un peu plus justement pour des dépenses d'avenir qui favoriseraient un peu plus la croissance de ces jeunes-là. Parce qu'on parlait avant de la comparaison entre générations. Ce qui est assez grave, c'est que ce débat-là, on l'aura plus dans 20 ans. Parce que les chiffres que vous avez donnés avant sur la différence du niveau de vie, dans 20 ans, ils vont disparaître. On va assister, dans 30 ans, nous dit le Conseil d'orientation des retraites, on va assister à un phénomène qu'on pensait avoir complètement disparu, c'est celui du retour des retraités pauvres. La génération X et un petit peu de la génération Y, quand ils vont arriver en retraite, non seulement ils auront cotisé près de plus d'un tiers de leur revenu brut en pension de retraite, mais eux, ils vont connaître justement la paupérisation très forte. Pourquoi? Parce qu'ils vont arriver dans un moment où ils n'auront pas fait assez d'enfants, donc mécaniquement la pyramide des âges sera très fortement déséquilibrée. Ils auront des pensions de retraite qui seront 30 à 40% en relatif inférieurs à ce qu'ont eu leurs parents. Tout ça pour dire que ce débat-là, effectivement, on revient dans 20 ans autour d'une soirée aussi agréable que celle-ci, on aura plutôt le débat inverse. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour aider les retraités qui sont devenus de plus en plus pauvres? Je vais l'éclater, ce dur. Notre système de retraite par répartition
est à bout de souffle, étant donné qu'on a un problème d'abord démographique. En 1945, on avait 6 actifs qui finançaient un retraité. Aujourd'hui, c'est 1,7 actifs. Demain, en 2040, c'est 1,2 actifs pour un retraité. On voit très bien que si on ne change pas de paradigme, mais en fait, c'est de la poudre aux yeux. Et donc, par exemple, l'idée de participer à des droits pour les générations aînées, sans les accuser forcément directement, mais auxquels les jeunes adultes eux-mêmes n'auront pas droit, puisqu'il y a quand même un voile de fumée, une incertitude sur les réformes futures, c'est vrai que ça participe de cette tension potentielle entre générations. On est dans un système par répartition. D'ailleurs, c'est très rigolo d'entendre, vous avez des retraités qui vous disent « j'ai cotisé, j'ai droit ». Oui, mais vous n'avez pas cotisé pour votre propre retraite. Peut-être aussi un mensonge qu'on a eu collectivement depuis plus de 60 ans et qui fait qu'en fait, non, personne n'a cotisé pour sa propre retraite. On cotise toujours pour les autres. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que regarde un actif ? Un actif, il voit qu'il cotise 28% de son salaire brut. Pour une infirmière à 1 800 €, c'est à peu près 800 € par mois qui sont cotisés, alors que son épargne à elle est à peu près de 80 €. Donc, elle va cotiser 10 fois plus que ce qu'elle va épargner pour elle-même, pour entendre après un système de retraite qui, en plus de ça, est déficitaire, avec en plus une génération qui est partie à la retraite à 60 ans, alors que ses perspectives sera plutôt 64, 65, 67 ans selon son niveau d'études. Et en plus de ça, elle voit, l'INSEE nous l'a appris il n'y a pas longtemps, que les retraites en question sont épargnées à plus de 25%. Donc sur les 800 € qu'elle cotise de manière forcée, en tout cas involontaire tous les mois, il va y avoir un quart, donc il va y avoir 200 € qui seront épargnés par les 10 retraités en question. En parallèle, l'infirmière, comme toute autre personne sur le marché du travail, elle a effectivement un pouvoir d'achat immobilier qui est très contraint. Je rappelle quand même que le pouvoir immobilier, ça c'est l'INSEE qui nous le rappelle, en 20 ans a été divisé par 2, donc c'est-à-dire que pour une personne, pour un ménage de moins de 40 ans, concrètement c'est 25 mètres carrés en moins, 25 mètres carrés c'est quoi ? C'est 2 pièces. 2 pièces c'est quoi ? C'est 2 enfants. Et quand on regarde les baisses de natalité, on retrouve à peu près cette contrainte immobilière qui s'exprime sur la baisse de la fécondité. Mais donc, du coup, on voit bien que c'est tout un système qu'il faut repenser et que ce vieillissement de la population a vraiment des conséquences, je dirais presque à tous les étages. Et on a un peu l'impression actuellement dans le débat public que personne, que tout le monde fait comme si ça n'existait pas. Le chef de l'État annonçait alors une grande cause nationale avec à la clé des mesures ambitieuses. 8 mois plus tard, que reste-t-il de cette ambition ? Rien ou si peu, aucun grand plan, aucune concertation, aucun agenda. Le réarmement démographique est resté un slogan et une posture politique. Mais alors, il y a quand même des conséquences économiques quand on parle d'une baisse de la natalité. Alors là, on va vraiment rester là-dessus. C'est intéressant de se projeter, même en termes d'infrastructures. Moins d'enfants, alors ce qui va arriver en premier, moins d'enfants, moins d'élèves en primaire, peut-être moins de classes, donc moins besoin de professeurs. Et puis alors là, il y a un effet domino dans plein de secteurs. Il y a un effet domino dans plein de secteurs. Vous avez dit, il y a évidemment le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'habillement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs entreprises de vêtements pour enfants qui ont déposé le bilan. Et à l'autre côté du spectre, il y a toute une économie qui est en train de se mettre en place, qui est une économie du soin, une économie qui tourne autour des personnes plus âgées. Ça, c'est, je pense, le fait évident, palpable, que tout le monde refuse, que l'on ne veut pas voir, qui est une vérité clair, le mot vieillissement est un mot pénible qu'on refuse. Alors je crois que c'est ça le principal souci.